On peut enregistrer. Alors, bon matin tout le monde. On est déjà rendu au 5e thème de notre programme Repères numériques, donc la technologie, celui que souvent les gens avaient envie d'attaquer en amont parce qu'on parle de culture numérique, on se dit on va parler tout de suite de techno. Vous avez compris dans la façon dont on a articulé le programme là, que justement la techno, c'est quelque chose qui doit arriver quasi plus tard dans le processus pour être sûr de dire, bon, ben, j'investis où, je choisis quoi, je m'en vais dans quel processus que je veux améliorer. Donc, c'est pour ça qu'on est parti de votre vision pour parler de vos équipes, pour arriver à dire, OK, mais au niveau des données, lesquelles je veux aller chercher, au niveau des processus, lesquels je veux améliorer. Et ce matin, enfin, on va en parler de technologie. Commencer à voir aussi, sans parler de technologie directement, de dire, ah, mais aujourd'hui, on va parler de CRM ou on va parler de ERP ou de différents types de technologies où on va parler spécifiquement d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va vraiment aborder la technologie plus de se dire, OK, mais comme entrepreneur, comme équipe de gestion, comment j'aborde mes choix technologiques? Comment je pose les bonnes questions? Qu'est-ce que je regarde au niveau de mes investissements? Comment j'y arrive pour dire je mets mon énergie où, je m'entoure de qui. Donc, ce matin, on a la chance de s'adresser avec 2 experts en technologie qui font ça avec des organisations, qui accompagnent les organisations dans leurs choix technologiques, dans la mise en place de solutions technologiques, que ce soit SaaS ou en développement sur mesure. Donc, on a la chance d'accueillir avec nous ce matin Jacques Caron et Jonathan Lessard. Donc, bienvenue parmi nous dans Merci, Repères bon matin. numériques. Donc, le fonctionnement ce matin, ça va être 2 entrevues. Je vais commencer par faire une entrevue avec Jacques et ensuite avec Jonathan. Et comme d'habitude, vous ne vous gênez pas pour poser des questions. C'est votre accès aussi direct à des experts. Donc, s'il y a quelque chose qui vous vient en tête, s'il y a des choses qu'on ne peut pas adresser ce matin, ça nous donne aussi de l'information pour essayer de vous trouver les bonnes réponses à vos questions si on ne les a pas, ou au moins comment on peut vous accompagner dans le futur. Donc, sans plus tarder, je vous présente Jacques, Jacques Caron, qui a maintenant son chapeau d'entrepreneur, qui est associé de la famille Agenda, qui est chef de la direction des opérations chez Agenda, AFI, AFIU, Apprentix par Agenda, toute la panoplie de marques que nous avons. Mais aussi, tu as été un exécutif, un vice-président senior pendant plus de 20 ans chez CGI. Donc, ça a été partie de ton métier là, pendant longtemps aussi d'accompagner des grandes organisations ici comme à l'international dans leur choix de technologies puis de solutions à implanter. Donc, ma première question, c'est la plus simple et la plus complexe. Jacques, qui es-tu? Peux-tu nous parler un peu de ton Merci d'être parcours? intéressant à 9 h ce matin, là, à 8h30. En fait, merci Sarah, merci à vous. Là, je vais essayer, avec Jonathan, on va essayer d'être concret dans nos réponses et essayer d'amener de la valeur par rapport à ça. En fait, moi, j'ai gradué Sciences Po, MBA, j'ai travaillé dans l'Internet en 93. J'ai été directeur de l'inforoute gouvernementale en 93. Et après ça, j'ai joint des grands groupes comme Vidéotron Transcontinental. Donc, je me plais toujours à dire l'Internet. Moi, j'ai connu l'Internet sur un dial-up, c'est un modem dial-up. Ça fait comme très, 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 très longtemps. Donc, j'ai implanté des grandes structures web dans les années 95. Par la suite, j'ai passé presque 25 ans, dont 20 ans à CGI. J'ai implanté l'ensemble des centres de livraison et de développement à travers le monde. Donc, j'ai géré l'ensemble du développement là, de grands dossiers. Et par la suite, j'ai ramassé là, ce qu'on appelle tout le secteur commercial de CGI là, à travers le monde. Donc, là, des budgets d'à peu près 1 milliard et demi annuels en gestion. Là, donc, j'ai vécu tout ça, le mode du développement, du SaaS, tout ce que vous pouvez imaginer, des erreurs, des choses qui ont bien été. Donc j'ai une bonne expérience là-dedans. Je vais être meilleur à répondre à vos questions que vous faire un discours là, sur c'est quoi les avantages d'eux. Fait que gênez-vous pas de poser les questions. Mais j'ai vécu à peu près tous les cas de figure, là, que ce soit dans des grandes institutions, dans des PME. C'est pas tellement le métier qu'on fait d'Agenda. Agenda, quand on a créé Agenda en 2017, c'est une société un peu à la Deloitte ou à la KPMG dans laquelle on est beaucoup plus business, on fait des volets techniques, techno, surtout dans l'architecture.
mais on fait plutôt le développement des compétences, ce qu'on appelle la partie comptable. Donc, pour vous situer un peu, Agenda, c'est l'ensemble de cette panoplie de services-là. Donc, on ne fait plus d'intégration, on ne fait pas nécessairement on ne fait pas de développement. Donc, on conseille des grandes organisations ou des PME ou des ME là, dans le choix technologique là, dans lequel ils veulent aller. Donc, c'est un peu notre rôle tous les jours. Pour vous faire rire un peu, ça fait quand même depuis 6 ans comme entrepreneur que je fais beaucoup moins de technologie. Mais la bonne nouvelle, c'est comme faire du basic, là, ça ne se perd pas trop. Là. Fait que, les technologies n'ont pas trop bougé, même si on a l'impression que ça bouge. Là, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Demain, ça va être un nouveau mot qui va sortir. Là. Quand tu as un cycle de 30 ans en informatique, tu vois tous les modes passer, là, puis à la fin, on fait la même chose. Tout le monde parle aujourd'hui de repères de numérique, culture numérique. En 95, on parlait aussi de la culture numérique à cette époque-là, avec des outils, des façons de faire différentes. Donc, c'est des trucs là, qui évoluent dans le futur, mais ça ne change pas vraiment. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, toi, tu ne connais pas ça, le commerce électronique. Pour vous donner un exemple, en 93, j'ai implanté le premier catalogue multiplateforme d'IBM dans un portail multimarchand. Puis je peux vous jurer que je me suis cassé les dents. Ça marchait. Donc, tout ça pour dire que la culture numérique là, ou les choix technologiques, c'est une longue durée. Et il ne faut pas trop s'en faire avec ça, là, avec les modes qui passent. L'important, c'est d'avoir un bon focus. Fait que voilà, c'est un peu mon résumé. Donc, beaucoup d'ingénierie d'affaires. J'ai fait beaucoup d'impartition, de l'outsourcing pour nous ramener sur notre terrain à nous. J'ai négocié toute l'impartition de la Banque nationale, de Desjardins. On parle de 1 milliard, 1,5 milliard sur 10 ans. Donc, j'ai une bonne connaissance là, de la réingénierie aussi de l'ensemble des systèmes, comment on peut gérer ça, les modèles financiers, les choix d'affaires. Donc, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir là, de répondre aux questions en cours de route. Mais tu viens de dire justement, Jacques, que à travers le temps, c'est même pas une question, là, la technologie va toujours en avoir une nouvelle, que ça, tu sais, là, en ce moment, le buzz, c'est l'intelligence artificielle, ça a déjà été autre chose. Tu dirais que c'est quoi les éléments que les organisations doivent prendre en compte, justement, avant même de commencer à évaluer des solutions technologiques? En fait, je vais parler concrètement là, de ce que j'ai. Je vais toujours ramener ça dans un volet concret. Puis je pense que ça va peut-être vous aider, là, aider tout le monde. À l'époque, on disait, moi j'ai vécu l'an 2000. L'an 2000, hein, les avions allaient tomber, les systèmes allaient tomber, le digit zéro ne marchait pas. Et CGI, à l'époque, on vivait de ça. Puis il y avait une grande mode dans le commerce électronique. Puis nous, on avait l'air des gens qui faisaient encore de l'an 2000, hein, des vieux systèmes. Puis en fait, on en faisait beaucoup. Et j'ai appris beaucoup à l'époque avec Serge Godin, là, le président de CGI, l'entrepreneur. Puis il y avait beaucoup de jeunes à l'époque où j'étais jeune. On disait on devrait faire ci, on devrait faire ça, il faut faire ci, les autres font ça. Puis Serge disait toujours focus on business. On va focuser sur notre plan. Puis aujourd'hui, ça a été. Moi, j'ai retenu ça parce que pendant 20 ans, on a focusé sur le plan. On a focusé sur nos objectifs. Aujourd'hui, quand je suis arrivé à CGI, l'action était à 5$, elle est rendue à 157$. Fait qu'aujourd'hui, quand tu es entrepreneur, puis on le voit dans notre business, je vais parler pour la mienne, mon rôle à tous les jours, c'est focus. Parce que tout le monde arrive avec plein d'idées, plein de trucs, il faut faire des nouvelles affaires. Tout le monde, souvent quand on est entrepreneur, on lit ce qui se passe ailleurs, pour dire, hey, ils ont parti une patente, il faudrait faire ça, nous autres ici. Fait qu'on est dans le faudrait que. Moi, je dis toujours, ça, c'est un piège. Fait qu'il faut rester focus sur notre plan. Il faut que la technologie serve à décupler ce qu'on veut faire. C'est ça que l'objectif. Fait que je dirais, le premier conseil que je donnerais aux gens, c'est de ne pas s'emballer sur la techno, mais de rester focus sur son plan, puis utiliser la techno comme un effet de duplication pour être capable d'aller au marché puis d'accélérer sur des processus. Là, vous avez embarqué dans le chose. C'est souvent l'erreur qu'on fait, c'est d'aller rapidement ailleurs puis rester sur le plan. Fait que moi, je dis toujours, restons sur notre plan, restons focus. Je vais essayer de donner un autre exemple. Si vous regardez Métro près de chez nous, Métro aujourd'hui, il y a une solution de commerce électronique avec une solution de picking, il y a un entrepôt. Quand vous regardez ailleurs ce que Loblaws faisait, ils ont toujours arrêté de regarder ce que les autres faisaient. C'est important de savoir ce que tu veux faire, puis après ça, tu le fais. Et de ne pas se laisser influencer par tous les nouveaux mots et tout ce qui se passe en technologie. La technologie, pendant 40 ans, ça a été la télévision à lampe. Hein, ça a très peu évolué. Dans les dernières années, la technologie évolue à chaque jour. Le cerveau peut retenir à peu près 7 digits, hein, le numéro de téléphone. Là. Fait qu'aujourd'hui, quand les gens viennent me voir, hey, il y a une nouvelle patente, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, la réponse est non.
première réponse que je donne, c'est toujours non. Fait qu'ils sont obligés de retourner faire le devoir. Fait que je dis jamais oui, je dis toujours non la première fois. Et la technologie évolue aujourd'hui au jour, évolue, ça n'a plus aucun sens aujourd'hui par rapport à ça. Fait qu'il faut rester focus sur le plan. Fait que c'est le premier conseil que je donnerais, c'est de rester focus par rapport à notre plan de match. Ça n'a Donc, rien tu à as voir parlé avec la technologie. moi, j'aime ça parler d'enthousiasme versus priorité. Fait que souvent, comme on entend parler de nouvelles technologies, on devient hyper excité, mais quand tu le ramènes à toi, ta business, tes priorités d'affaires, c'est là que ça se passe dans ta vraie décision technologique. Autre que ce focus-là, genre, que tu d'autres pièges qui sont à éviter, tu Ben, dirais. le piège à éviter, c'est que moi, ce que j'aime, puis je suis content que Marie-Josée soit sur la ligne, tu sais, tu sais, moi, je crois beaucoup à aller chercher de l'expertise externe, puis d'aller chercher ceux qui sont bons là-dedans, puis développer une relation de confiance avec eux. Je vois Marie-Josée, je parle de Casacom. Casacom, c'est une entreprise en communication. Et nous, on l'utilise depuis maintenant presque 7 ans. Puis aujourd'hui, je parlais de Marie-Josée ou Catherine, mais en fait, c'est Catherine. Fait que nous, aujourd'hui, il y a une experte autour de l'environnement de Casacom qu'on utilise en com. Fait que moi, je dirais que le piège à éviter, c'est d'écouter tout le monde. Je pense que c'est correct. Mais après ça, allez vous chercher quelqu'un dans lequel vous avez une relation de confiance, puis qui va vous dire les vraies choses. Ça, c'est un bout très, très important. Puis souvent, on oublie ça dans notre réseau d'influence, c'est d'aller chercher quelqu'un qui n'a pas nécessairement quelque chose à vendre non plus. Pour moi, c'est bien important d'être capable de prendre le téléphone puis d'avoir une discussion franche, puis de dire qu'est-ce que tu en penses? Fait que je pense qu'en technologie, c'est pareil. Aller chercher quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui est grisement brave. Je fais un mandat actuellement. J'ai été impliqué dans le toit d'1 milliard du Parc olympique. Puis je suis le bas brun de ça. Fait qu'aujourd'hui, quand je dis le bas brun, c'est que je suis le gars qui dit non, puis qui négocie avec Pomerleau, avec tout ça. Fait que aller chercher quelqu'un qui n'est pas dans la complaisance de la technologie ou de la complaisance de vous dire les choses que vous voulez entendre, pour moi, c'est un volet bien important. Et c'est souvent le piège dans lequel on rentre. On va chercher soit des firmes, mais trouvez-vous une firme ou surtout un individu dans lequel vous avez une grande confiance, qui a une grande expérience, puis qui ne sera pas complaisant devant vous. Essayer de vous vendre de quoi. Moi, c'est ce que je recherche continuellement. Et c'est là-dessus que j'ai bâti des relations. Des fois, on n'est pas content, des fois, on n'est pas d'accord, mais on revient toujours souvent à la bonne source. Fait que trouvez-vous un expert en technologie. Moi, je suis l'expert de ma business. On en a d'autres. Là. On a une business de 260 personnes, donc on a accès à ça. Mais trouvez-vous la bonne personne qui va vous aider et qui ne sera pas complaisant. La réalité, c'est toujours, moi, je ne vais jamais dire ce que tu vas entendre. Je vais dire les bonnes affaires que je pense qui sont utiles et nécessaires pour toi. Puis moi et Sarah, on a des bons débats même dans notre entreprise. En fait, on a souvent des désaccords. Puis après ça, on trouve le chemin. Donc, on part vraiment sur le débat. Fait que je dirais que le premier conseil, avant de parler de technologie, trouvez-vous quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Ça, c'est le volet le plus important. Là. Justement, pour Moi, un j'ai développé dans toutes les sphères de ma vie, j'ai développé ça. Il y a des avocats avec qui je travaille toujours avec les mêmes, généralement. En com, on travaille avec une ou deux firmes, on travaille toujours avec les mêmes. Fait que pour moi, c'est important de développer cette proximité-là de discussion. Justement, quand tu entends une discussion avec des experts en technologie ou justement que tu as peur de te faire vendre des trucs que tu ne sais pas, quel genre de questions tu devrais poser Les choix technologiques, à- souvent, c'est que vous avez probablement travaillé sur vos besoins. Hein. Souvent, tantôt, tu avais une question sur le mode SaaS ou le développement. Tu sais, la vraie question, c'est que moi, je ne veux pas m'emballer. Puis la question, souvent, en informatique, on vit avec pendant plusieurs années. Et ce n'est pas tellement le coût de développement ou le coût de mise en œuvre qui coûte cher, c'est la continuité de ça. C'est la durée. Hein, tantôt, quand on développe sur mesure, ça a une durée, ça a un impact. Il faut bien mesurer tout ça. Puis moi, je crois beaucoup à l'agilité là-dedans. Fait que j'essaie de moins en moins en technologie d'être ce qu'on appelle dans notre langage tightly coupled. Ça veut dire d'être très, très, très dans un morceau de pain. Moi, je suis plus de l'école du loosely coupled. Ça veut dire que mon mindset fait que je peux connecter par 42 patentes, puis je peux en déconnecter une rapidement parce que c'est plus la bonne. J'aime pas ça être pris au piège dans les technologies. J'aime ça être lousse. Fait que, je dirais que le premier conseil que je donnerais, c'est trouvez-vous un architecte qui est loosely coupled dans sa pensée, dans lequel il va travailler en intégration, pour être capable de déconnecter des choses, pour être capable en agilité quand le marché change. Hein, parce que la réalité, c'est qu'on est
comme entrepreneur ou comme firme ou comme PME ou ME, le marché change plus rapidement qu'on pense, hein, on le voit. Fait que comment je m'adapte à ça? Fait que je ne veux pas être pris avec ce qu'on appelle un patrimoine technologique que je vais traîner. Ça veut dire traîner des balises, traîner de l'amortissement, traîner de l'OPEX. Ça ne me tente pas. Fait que j'aime mieux être dans le CAPEX, j'aime mieux, excusez-moi, d'être dans le mode SaaS où je peux déconnecter les morceaux rapidement pour en reconnecter d'autres. Donc, la raison pour laquelle les grandes sociétés vont en impartition, hein, souvent ils vont impartir, là, si je prends des exemples proches de chez nous, que ce soit des jardins ou des grandes banques, c'est qu'ils ont tellement des systèmes qui sont tightly coupled, ça veut dire qu'ils ont développé des lignes de code qui finissent plus, ils sont incapables de bouger. C'est pour ça qu'ils vont en impartition, puis après ça, on envoie ça en Inde, on envoie ça aux Philippines, on envoie ça partout pour être capable d'être low cost sur le travail. Fait que moi, le conseil que je donne là-dedans, c'est soyez loosely coupled en termes de pensée, d'agilité, d'être mobile dans ce qu'on veut faire comme décision. Et c'est souvent ça. En fait, ce n'est que ça qui me guide, moi, quand je rentre. Fait que quand je rencontre des gens qui sont très, très tightly, je les sors de mon bureau. Est-ce que, mais ça veut dire que toi, tu proposes quand même aux gens ici de dire, ça, comme entrepreneur, comme exécutif, il faut quand même que tu aies une certaine compréhension de ton architecture technologique pour savoir qu'est-ce qui est Tout à fait. Tu sais, nous, interconnu, où est-ce Sarah, que sont tes dépendances. tout à fait, même dans notre business agenda et nos familles, tout est dans le cloud. On n'a aucune solution propriétaire, là, à part notre solution là, d'opérationnel qu'on cherche à se débarrasser. On en parlait tantôt. Si je peux la sacrer aux poubelles, je vais être très heureux. On travaille là-dessus. Donc, c'est important pour moi. Il y avait un magazine dans The Economist qui disait plus tu traînes un bagage, c'est comme une maison, hein, tu traînes des meubles, des appartements, moins tu peux bouger, puis aller en voyage, puis te déplacer, puis d'aller vivre ailleurs. Mais c'est pareil en entreprise. Moi, j'essaie de traîner le moins de valises possible quand je me déplace pour être capable d'être agile au marché. En technologie, pour moi, c'est pareil. J'aime mieux négocier, et c'est là que peut-être une particularité. La journée où vous allez négocier avec des solutions en mode SaaS, trouvez-vous donc quelqu'un qui va négocier pour vous. On a négocié, nous, une solution qui s'appelle Absorb avec Vancouver, avec des gens de Vancouver. La première négo, c'est Sarah maintenant qui le fait, qui est mon amie, ma collègue dans la business. Mais la première négo que j'ai eue avec eux, ça a été une négo compliquée. Donc, c'est toujours, trouvez-vous quelqu'un qui connaît ça, la négo, qui est capable d'aller chercher le meilleur pour vous avec des fournisseurs, soit dans le développement ou en mode SaaS. Et je pense que c'est ça que ça prend. Ça prend de l'aide pour faire ça. Puis trouvez-vous un complice qui fait ça tous les jours de négocier. L'ensemble des grands contrats que moi j'ai négociés pour des clients, il y avait une interface en avant de moi qui négociait. Fait que tu ne te fais pas bourrer, tu ne te fais pas remplir, il est là vraiment pour défendre tes intérêts. Et ça, pour moi, c'est un volet bien, bien important. Et c'est surtout ça, moi, maintenant, que je fais. Je ne fais plus beaucoup de travail personnel, là, dans le sens, par rapport à mon expertise, je ne fais plus de choix de recommandations, mais je me mets dans une position de négociation pour le client avec les grands joueurs ou les joueurs qui veulent offrir des services. Et là, ils n'ont vraiment pas de plaisir. Fait que là, tu es capable d'aller chercher le meilleur de la solution ou du partenaire avec lequel tu veux travailler. Fait que moi, c'est le conseil que je donnerais là, par rapport à ça. Tu as ouvert la porte, Jacques, tu as parlé de patrimoine technologique parce qu'on s'entend, c'est comme c'est toujours beau quand on met une nouvelle technologie, puis on est là comme si on rajoutait une nouvelle bébelle pour améliorer un processus, mais en effet, ça implique souvent un patrimoine puis d'autres technologies dans l'organisation. Comment on fait ça, ce changement-là, de dire, OK, mais ça, c'est une technologie qui est désuète, mais il faut que je vive avec, puis comment je fais vivre justement le patrimoine avec la nouveauté puis l'innovation? Ben, ça prend un roadmap. Hein. Première des choses, tu devrais avoir un roadmap comme entrepreneur, comme dirigeant, peu importe responsable de l'informatique ou responsable d'une ligne d'affaires. Ça te prend un roadmap sur 1 an, 2 ans, 3 ans, dans lequel tu vas prendre des actions pour être capable de te sortir de là. Et il faut prendre le temps de le faire. En faisant un bon roadmap, on est capable de le faire correctement. Il y a une société à Ottawa là, que j'accompagne, j'étais là-dessus hier. Hier, je leur ai fait un roadmap. Ça a pris 20 minutes. C'est des choses qu'on fait facilement. Après ça, ça permet d'avoir la discussion. Fait que trouvez-vous quelqu'un qui ne va pas vous charger pendant des heures et des heures. Trouvez-vous quelqu'un qui connaît ça et qui est capable de prendre le roadmap vite, de vous tracer déjà un chemin et une ligne de crayon là, pour être capable d'avoir la discussion pour travailler ça en mode agile. Mais ça prend un roadmap, ça, effectivement. Et qui t'implique à l'interne dans ça? Parce qu'on le sait, comme qui dit implantation de technologie, dit aussi tout un niveau de gestion de changement, adoption des technologies, exploitation de la technologie. Donc, quand tu fais un choix technologique pour ton organisation, t'impliques qui dans ton choix
à La l'interne? ligne d'affaires, en premier, c'est la ligne d'affaires où souvent dans le besoin, le plus dur là-dedans, c'est de définir le besoin. Aujourd'hui, la majorité c'est l'enthousiasme. Il arrive une solution. La solution fait des trucs, fait mettons 12 fonctions. Puis là, tu embarques plein de monde dedans. Puis là, les gens arrivent, puis ça finit avec 32 fonctions. Puis là, ça finit avec du développement sur mesure. Moi, je suis de l'école où il y a peu de monde là-dedans. C'était pour faire le choix et l'orientation. Mettez peu de monde autour de la table, puis donnez les call to action. Puis après ça, vous embarquez les bonnes équipes pour faire le travail. Mais quand tu embarques dans le roadmap, un minimum personne à bord par rapport à ça. Sinon, vous allez vous éclater dans une solution. Tout le monde va arriver en disant, ben, je vais prendre un exemple, Publisac. Vous connaissez les Publisac, la technologie Publisac, qui est le groupe transcontinental. En arrière de ça, Québécois a essayé de le faire il y a à peu près une vingtaine d'années. Ils n'ont jamais été capables parce que pour faire le développement de ça, ça a coûté comme 25 millions de lignes de code. Donc, 25 millions de lignes de code, c'est énorme durant une année. Puis, on gardait ça pendant 10 ans. Donc, en tout et partout, c'est une solution qui a coûté probablement 50-55 millions. Fait que quand Québécois a voulu rentrer dans ce marché-là, ça a été impossible à cause de l'investissement. Et Transcontinental a décidé de changer, de moderniser le code, de changer tout ça, puis d'aller vers des solutions plus SaaS. Quand on a commencé le projet, j'avais pas quel monde autour de la table, puis tout le monde voulait avoir son rapport de la façon qu'il voulait bien l'avoir. C'était impossible de livrer. À un moment donné, j'ai arrêté, j'ai appelé le président, je dis là, ça suffit. J'ai dit, ça va coûter 172 millions. Il est en train de me faire développer un nouveau système avec tous les besoins de tout le monde. J'aimerais ça que tu sois à la table avec moi chaque semaine, puis qu'on dise, on a-tu vraiment besoin de cette patente-là, puis c'est-tu utile? Fait que ça a coûté 15 millions leur développer, puis avoir un mode SaaS, mais ça a pris, c'est qui peut prendre la décision? Fait que moi, quand vous embarquez là-dedans, roadmap, c'est qui peut prendre la décision fonctionnelle? Pas un comité, pas un machin, pas un groupe. C'est qui va prendre la décision pour dire on a besoin de ça ou pas? Puis généralement, si vous allez en mode SaaS, appuyez-vous donc sur la solution qui fait la job. C'est pas là que ça se passe. Si vous regardez le grand commerce électronique, je vais vous donner Decathlon, qui est proche de chez nous. Vous avez Metro, Gucci. La solution de commerce électronique est la même. Elle s'appelle Hybris d'SAP. C'est la même solution. Fait que c'est pas là que ça se passe. Vous avez l'expérience en achat de Decathlon versus Metro, versus Sport Expert ou Sales. Il y a une différence dans le processus, non pas d'achat, mais dans l'expérience du client. Quand vous rentrez chez Decathlon, vous rentrez dans l'univers de la plongée, l'univers du sport, du baseball. Fait que quand vous rentrez dans le site web, vous rentrez dans un univers qui est différent que l'univers, mettons, du Sport Expert, mais la solution en arrière est la même, c'est la solution d'Hybris. Mais l'expérience est différente. Pour moi, c'est bien important qu'il y ait quelqu'un qui gère le besoin fonctionnel, parce que sinon, vous allez vous éclater et ça ne finira plus. Ben, c'est là où ça devient important, en effet, de dire, on en a parlé, vos processus prioritaires, c'est quoi les données vraiment clés que vous voulez, parce que sinon, en J'imagine que vous avez des effet, rencontres là-dessus. l'espèce de festival de la fonctionnalité puis de besoin de différents rapports, des fois, à la fin de la journée, tu peux rapidement te perdre, puis c'est là que ça devient plus complexe, puis là, ça dérape un peu. En fait, l'enjeu, il est rarement. La technologie, c'est fait pour ne pas fonctionner tout le temps. L'enjeu est rarement là. L'enjeu est vraiment en amont de ça. Après ça, trouvez-vous des bons technologues qui vont faire le travail, là, qui l'ont déjà fait. Et la question que moi, je pose toujours, l'as-tu déjà fait? Vous rencontrez quelqu'un et il essaye de vous vendre de quoi? La première question, est-ce que tu l'as déjà fait? Tu l'as fait combien de fois? Si la réponse, il n'y en a pas, changez de fournisseur. Clairement. Jacques, on a une question de M. Beauchemin dans le chat. Robert, est-ce que tu veux la poser ou sinon je peux la lire? Tu peux la lire, mais je souscris à ce que M. Caron indique, là, mais dans des choix technologiques comme ça, c'est incroyable, même avec des produits le plus générique possible. Tu passes de la version 12 à la version 14 en 3 mois. Je peux comprendre une grande organisation qui fait le choix entre 165 millions et 15 millions. C'est bien évident, mais pour la PME, où tu as comme un base investment, là, c'est toujours c'est difficile, et même pour moi qui est ingénieur en mathématiques, de voir tout ça. J'en deviens quasiment un transphobe, par rapport à l'exemple que je peux donner. Je travaille dans le milieu agricole. L'agriculteur qui avant réparait sa batteuse avec de la broche puis du duct tape, maintenant, il est obligé d'appeler le concessionnaire pour se brancher à sa machine pour dire ferme le petit panneau puis elle va repartir. Et ça vient d'y coûter 400$.
Tout à fait. Là-dessus, Robert, la question est excellente. C'est pour ça que le développement ou d'avoir une solution propriétaire, je vais reparler pour nous autres dans l'agenda, on a Saphir que j'aimerais bien crisser dehors. Je dis crisser parce que des fois, il me fait des mots de tête. Mais c'est livré avec de la broche, mais ça fonctionne. On va continuer à le garder. C'est pour ça qu'il y a des choix là-dedans. Je préfère, mais je ne veux pas en avoir 12 solutions de même avec de la broche, parce que ça va me prendre des brocheuses. À un moment donné, je vais manquer de monde pour les brocher. Fait que je vais être capable de faire les deals par rapport à ça. Fait que la solution qui est core business dans notre PME, dans notre ME, en fait, là, qui est Saphir, qui gère l'ensemble des opérations, d'après moi, elle va rester en développement pur, Robert. Elle va rester, on peut se tutoyer, Robert, ça te va? Elle va rester en développement pur, mais le reste, je suis capable d'aller en mode SaaS, je vais le faire. Et c'est pour ça qu'il faut bien se négocier les bonnes choses, puis il faut aller chercher des bonnes solutions par rapport à ça, j'en conviens. La raison pour laquelle j'essaie d'éviter le développement, puis c'est toujours la même chose. Souvent, si on regarde notre solution, je ne sais pas si ça va répondre, Saphir, pas une solution qui évolue à chaque année, dans le sens qu'on ne réinvente pas la business de la formation à tous les années. C'est correct d'avoir une solution maison avec un peu de broche, parce qu'on ne fait pas voler une navette avec ça non plus. En ne faisant pas voler une navette non plus dans le futur, dans lequel ça me demande de l'évolution, bien, je suis capable de la garder en vie pour le besoin. Si c'est une solution, tu l'as dit tantôt, qui va faire voler quelque chose de plus grand, bien là, il faut que tu y penses, parce que là, ça va demander vraiment, vraiment de l'accessibilité à de la compétence. Ce qui m'embête avec la solution interne que tu parles avec de la broche, même celle-là, je ne suis pas capable de l'arranger. Je suis obligé de faire un coup de téléphone au gars qui tient à la broche. Sinon, c'est ça mon défi par rapport à ça. Après ça, c'est toujours un aspect de coût et d'agilité par rapport au choix qu'on a à faire. Moi, la raison pour laquelle je préférais le mode SaaS, c'est le mode agile des choses, dans le sens qu'un marché change. Il y a des marchés qui ne changent pas beaucoup, qui changent très, très, très lentement. Si on regarde le marché de la formation pour AFI, qui est un marché d'école, on s'entend que les écoles, entre l'université, il y a 10 ans puis il y a 20 ans pour aujourd'hui, bien, il y a encore un registraire, tu fais encore ton enregistrement de cours. Il n'y a pas eu une grande évolution à part dans le contenu, là, mais la gestion d'une école n'a pas beaucoup évolué en termes de back-office dans les 20 dernières années. Mais alors que d'autres endroits, ça évolue rapidement. Là, je pense que c'est un mix des deux. Là, par rapport à ça. Là. Mais moi, dans la business dans laquelle on est, je peux te convaincre, à part Saphir, le reste, tout est en cloud. Le premier choix que j'ai fait, je n'ai plus aucun développeur et ça me coûte moins cher avec le temps par rapport aux business cases qu'on a montés. Parce que nous, il y a une partie de notre marché, il change aux semaines. Fait que là où ça change aux semaines, on a fait le choix d'aller en mode SaaS. Là où ça bouge très peu, on en a pour des cycles, on est allé en développement. On parlait avec Jonathan parce qu'on va probablement le faire réécrire, ce code-là, qui est dans un code désuet, mais on va probablement l'amener dans un code moderne là, avec une autre firme, Robert. Sylvain, puis après Marie-Josée. Je ne sais pas si j'ai répondu, Robert, à la question clairement. Oui, mais l'autre exemple que je pense que je peux associer ça, c'est quand les médecins parlent du secteur pharmaceutique, puis ils disent « Sois pas le premier à essayer la pilule, puis sois pas le dernier non plus. » C'est sûr que si tu fais de l'arythmie, puis il y a 15 ans, on allait dire on va aller te geler, tu es le deuxième à être opéré, tu es mieux d'attendre le 3 millième. Là. Dans notre business, tu ne veux jamais être c'était mieux que le follower d'être dans le milieu, mais tu ne veux pas être le early adopter de ça, c'est clair. Là. Sylvain? Tantôt, je parlais de CGI. On n'a jamais été, nous, en avant de la parade, à essayer de tester plein de choses. On était plutôt dans le milieu. L'important, c'est d'être à la bonne place là, par rapport à ça. À toi, Sylvain. Content de voir que tu as nuancé un peu tes propos, Jacques, parce qu'en fait, la fermeture sur les idées puis les demandes, ça amène toutes sortes de fichiers Excel en parallèle puis des petits systèmes qui sont développés par les gens. Puis ça, là, je suis pogné pour vivre avec ça présentement. En même temps, il y a eu deux extrêmes. La première, c'est l'autre que tu as expliqué. Ici, on a 63 champs de date dans l'ERP. Je ne sais pas si tu t'imagines, il y a des gens qui ne savent même plus à quoi ils servent, ces champs de date-là. On a un comité sur les champs de date. Donc, on ne veut pas nuire aux opérations, mais en même temps, on veut que ça marche. Donc, c'est ça. Je suis content que tu aies nuancé le fait qu'on est fermé à dire on s'en va par là, puis on se plie au ERP, comment il fonctionne, parce que c'est pas toujours opérationnel sur le terrain. Non, tout à fait. En fait, en fait, c'est une philosophie de départ. À la fin,
Je fais ça toujours exprès pour ne pas nuancer. Après ça, il y a un paquet de nuances, là. Mais si tu pars des nuances, tu ne vas jamais livrer. Fait qu'aujourd'hui, tu as un système qu'il faut qu'il livre. Si tu prends le système SAP, c'est SAP, j'ai compris. Là. Si tu regardes aujourd'hui, Métro roule sur SAP, bien, il va chercher 80-90% de la capacité de SAP. Mais il y a un SAP qui date de. Il a été le premier c'était le premier à implanter SAP il y a 30 ans, je pense, là, de mémoire. Là. Fait qu'il traîne lui aussi des patentes qui livrent le pain à tous les matins. Là, fait que, il y a toute une nuance, mais souvent, dans le guideline de départ, toi, tu viens avec un patrimoine, fait que tu ne peux pas le flusher. Là. Si tu regardes aujourd'hui Desjardins, il y a un système qui s'appelle SIC en arrière. SIC, il y a à peu près, probablement aujourd'hui, 120 millions de lignes de code là-dedans. Desjardins, il ne l'a pas flushé, mais il n'y a personne qui se rappelle des lignes de code. Fait que quand tu changes de quoi, tu ne sais plus. En fait, ils ne savent pas. Fait qu'ils ont intégré un système parallèle dans lequel aujourd'hui on a développé à côté, puis après ça appelle la donnée. Mais si tu regardes le cœur, si quelqu'un va jouer dedans, en fait, ils ne veulent pas que personne ait joué dedans parce qu'ils vont perdre le contrôle de ce qu'il y a là, mais ils vivent avec. Fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas tout éliminer, j'en conviens. Moi, c'était plus dans la philosophie de départ quand tu implantes une nouvelle affaire. Si tu pars avec toutes les nuances de gris, tu en as pour des années. Marie-Josée? Oui, merci Jacques, Sarah, puis tout le monde. C'est tellement passionnant. Ça me fait vraiment réfléchir, puis je suis vraiment comme néophyte là-dedans. Alors, mais j'ai entamé, tout le monde le sait ici autour de la table, là, j'ai entamé une conversation, un mandat avec une firme de développement technologique. Puis ce qui est fantastique, c'est que la personne qui dirige l'entreprise, c'est quelqu'un que je connais très, 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 très bien, en qui j'ai totalement confiance. Aujourd'hui, tempête parfaite, ils vont nous présenter notre mapping là, de notre cartographie de processus, notre UX, etc. Puis je suis sûre qu'ils vont avoir identifié des endroits là, fantastiques où intervenir en fonction de nos besoins. Puis on a beaucoup parlé de ça. Ils ont été voir les gens des unités d'affaires et tout ça. C'est une entreprise qui actuellement, je vais y arriver avec ma question, là. C'est une entreprise qui offre des services sur mesure à des grandes entreprises, puis qui actuellement va faire un shift, qui va commencer à servir plus des entreprises comme la mienne. J'ai de la misère à réconcilier le fait que je me retrouverais dans un modèle où j'ai une technologie qui est développée que pour moi. Tu viens de parler de SaaS, et si je comprends bien, SaaS, c'est une solution qui existe actuellement, n'est-ce pas? Fait que eux, il faut qu'ils deviennent des gens qui sont capables d'aller chercher les solutions qui existent, que je choisis et à laquelle j'ajoute mon expérience client, dans ce cas-ci, qui est unique. Est-ce que je comprends bien? Puis tu sais, entre toi et moi, tu sais, choisir la bonne personne, tu sais comment c'est important. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas, là, je vais arriver à un carrefour. Moi, je ne suis pas un adepte du développement sur mesure parce que le développement sur mesure, c'est toi qui es responsable de l'évolution de ton affaire. Je vais te donner un exemple. Ibris, là, la solution de commerce électronique d'SAP, il y a des experts qui, à tous les jours, pensent à ça. Hein, ils pensent à ça, c'est quoi le commerce électronique. Après, le choix, l'important là-dedans, c'est de ne pas allumer tous les boutons. Aujourd'hui, sur tu regardes Métro utilise probablement 80% de la solution, mais il y a des petites boîtes qui utilisent probablement 20% de la solution. Fait que là, il faut être capable d'aller jouer avec ce qu'on a besoin. La pire erreur, c'est d'aller chercher 100% de la capacité. C'est un peu comme si tu prends Word. Moi, j'explique ça à ma fille. Word, il y a la majorité des gens, je pense que d'autres autour de la table, l'utilisent encore comme une fonction de machine à écrire. Regarde, mais ils n'utilisent pas à 100% de sa capacité. C'est pour ça que c'est important d'aller utiliser les bons boutons. Tantôt, je parlais de développement sur mesure, il peut être utile, mais tu ne veux pas être dépendant de ça. Là, c'est vraiment une question de philosophie là-dessus. Mais quand tu es une ME, d'être dépendant de ça, c'est un risque. Puis moi, Saphir, c'est un risque. C'est vraiment un risque dans ma business parce qu'aujourd'hui, il y a les petits gars, je dis toujours les petits gars, là, mais les 100 bons, c'est plus ou moins documenté parce qu'avec le temps, on a rajouté des fonctionnalités, puis on a fait plein de choses. Mais c'est un risque dans le business. Alors que l'autre, c'est. Mais à chaque jour, tantôt, je pense que c'est Robert qui disait, il t'arrive avec des nouvelles versions, puis là, tu peux payer plus cher, tout ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon besoin, puis tout se négocie. Parce qu'on oublie que tout se négocie, puis il faut savoir quoi négocier avec le fournisseur. Et moi, je peux vous jurer qu'en développement, j'ai passé ma vie à négocier du développement sur mesure. Je vais prendre des exemples concrets. Bombardier, 100% des avions de Bombardier se font aux Philippines et au Mexique.
Il n'y a rien qui se fait ici. Tous les systèmes informatiques qui sont gérés ailleurs, c'est 1 an de négo. Fait que prenez votre temps dans la négo, Marie-Josée, prends le temps de faire le tour, prends le temps d'aller chercher d'autres opinions, avec des experts. Je pense que c'est un volet bien, bien important à faire. Puis ça, on le sous-estime, ce volet-là. On va Moi, aller vite. en égo d'informatique, il y a 2 cycles là, comme entrepreneur. Puis moi, je peux parler de ma partner, mon amie qui est Marie-Pierre. Eux, ils ont le cerveau qui roule aux 30 secondes. Quand tu fais ça, ça prend des longs cycles. Fait que moi, je suis plus dans l'informatique. Fais-toi un long cycle de négociation et non pas un cycle qui est court. Ça va prendre le temps puis le mûrir. Puis souvent, on va aller très, très vite tout le temps. On est des gens qui veulent toujours aller vite. Là. Il y a des moments où ça vaut la peine de prendre le temps puis Moi, mon cerveau, il est sur un long cycle. Il n'est pas sur un court cycle. Le choix technologique est sur un long cycle, il n'est pas sur un court cycle. T'es moins dans le quick win, tu sais, faut que tu y penses vraiment. En fait, Tu peux le faire quick des win, tu as gains besoin de rapides, réparer de mais quoi, Sarah? Il y a un enjeu, tantôt, oui, c'est le quick win quand tu veux réparer, c'est mais quand tu fais un moi, je me choix rends compte, il y a des fois, il faut que tu règles un problème. Là. Mais en avoir des quick wins, mais si tu fais un choix d'une solution à long terme, il faut que tu être réfléchisses. pérenne, qui va me coûter moins. Puis là, sans rentrer trop loin dans un volet technique, là, mais pour répondre à Robert tantôt, là, généralement, là, une solution, là, avec les années, là, c'est supposé de baisser en termes de coût d'évolution et de maintenance. Je m'explique. Puis là, je ne veux pas rentrer trop technique, mais ça me fera plaisir de parler au téléphone à quelqu'un là-dessus. Quand tu développes du Sansan sur un entente de 5 ans, généralement, la solution de base qui était faite en développement ou en mode SaaS devrait baisser en termes de coût dans ta négo et non pas augmenter. Fait que si votre courbe est montante, croissante, ou toute décroissante, ça veut dire que vous avez mal négocié. Pourquoi? Parce que la solution en développement, en principe, il n'y a plus d'erreur dedans, l'évolution est faite, les gens roulent, parce que souvent on roule en taux horaire, mais on devrait rouler en use case. Là, je vais faire un petit bout de technique, Jonathan, il va peut-être vous aider là-dessus. Généralement, une solution développée avec les années devrait vous coûter moins cher en évolution maintenance. Fait que si votre courbe est croissance avec votre fournisseur, c'est que vous avez mal négocié. Il faut que tu Parce qu'il y regardes, a une je durée veux dire dans le aussi, si je peux me permettre, Jacques, là, ce qui est important quand tu regardes les solutions SaaS aussi, c'est tous les niveaux de service qui viennent avec, parce que c'est un des grands avantages de ça aussi, c'est qu'est-ce qu'ils vont t'offrir comme niveau de service, comme garantie que ça fonctionne tout le temps, des choses de même. Ça, c'est important de négocier. C'est pour ça qu'avec votre solution en mode SaaS, c'est tu vas le important. voir. Il y a des pénalités là-dedans. Hein. Tu peux te lancer avec des pénalités. Il y a toutes sortes de trucs. Là. Moi, je dis toujours, les gens qui sont devant vous, qui négocient pour vous vendre une solution, ils font ça de leur métier. Trouvez-vous donc quelqu'un de l'autre bord qui est capable de lui donner une claque en arrière de la tête une fois de temps en temps. Hein, souvent, on est, quand on est entrepreneur ou on gère de quoi, c'est pas notre job à tous les jours de négocier un fournisseur technique en avant de nous. Moi, je dis juste, payez-vous quelqu'un qui va venir vous aider, puis juste d'asseoir. Moi, quand je m'assois dans un meeting, puis on dit on a embauché Jacques pour négocier ça. Écoutez, la relation change, la position change à la chaise. Écoute, on tombe complètement dans un autre milieu. Et ça, pour moi, c'est un volet important. Ça ramène le rapport de force de négo. Tu peux tomber dans une diplomatie dissuasive là-dedans. Tu t'amènes vraiment ton fournisseur dans un autre état d'esprit. Parce que sinon, s'il négocie avec vous et vous n'avez pas toute l'expertise, c'est un party pour lui. Là. Merci, Joanne. Je vois le temps qui file, là. Fait que Joanne, on prend ta question, puis après ça, une dernière question pour Jacques. Tu es sur mute, Joanne. Je voulais vous partager un petit secret, c'est pour ça que j'étais sur mute. Mais tu sais, chez nous, depuis l'entreprise existe depuis 6 ans, puis depuis 6 ans, on ne paye absolument rien en technologie parce qu'on fonctionne juste sur des partenariats. Donc, on a acquis, dans le fond, on a été chercher des partenaires au Québec parce que nous, notre clientèle est au Québec, puis on apporte de la valeur équivalente. Donc, c'est vraiment intéressant comme modèle, mais là, on arrive à des limites technologiques. Puis on a fait un peu comme toi, Marie-Josée, on est allé chercher quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui avait une bonne connaissance. Puis il nous amène beaucoup dans une technologie maintenant qui est low code. Donc, on va utiliser encore certaines fonctionnalités SaaS des technologies existantes, mais on va remplacer certaines parties et on va, dans le fond, travailler en évolution avec les technologies qu'on a, mais vers des technologies low-code pour toujours nous garder dans un esprit justement de flexibilité, d'agilité, puis de réactivité dans le fond, parce que nous, on a toujours 1 million de projets qu'on veut ajouter. Fait que si demain matin, on veut offrir un nouveau service, bien,
je me dis juste l'essentiel, si j'ai bien compris, là, tu sais, tout ça, là, mais l'essentiel, c'est vraiment c'est nos données, c'est d'avoir des données, dans le fond, qui nous appartiennent, qu'on comprend, qu'on peut maîtriser. Puis à partir de là, ben, le système qu'on va embarquer, il va suivre l'évolution qu'on veut en faire, finalement, là, tu sais. Ben, en fait, c'est ce que je comprends, Joanne, vous avez une entreprise qui a 6 ans, donc vous n'avez pas un gros patrimoine informatique, fait que c'est correct. Alors que tantôt, le monsieur de tantôt, il dit, nous, on gère un ERP en arrière, puis on gère des opérations. Fait que là, tu n'es pas dans le. Ton paradigme de départ n'est pas du tout le même. Hein. L'autre, je vous donne l'exemple de métro, mais à chaque matin, il faut que les camions se remplissent de pain. Là, fait que là, ils vivent avec ça, tandis que toi, tu as le bonheur de ne pas avoir trop de patrimoine pour partir. Hein, tu es parti from fresh par rapport à ça. Fait que tout ce que tu vas bâtir, c'est tes données. Les données, ça existe longtemps. Là. À l'époque, on appelait ça des entrepôts de données il y a 20 ans. Il y a 30 ans. Ça existait, là. C'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, les technologies autour pour être capable de faire l'extraction ont changé. Hein. Les entrepôts de données, c'était de l'extraction de données. Dans les grandes institutions financières, c'était qui était responsable de données. Chez vous, c'est probablement facile à trouver. Mais quand tu regardes les grandes organisations, tu cherches qui est le propriétaire de la donnée. Des fois, ils cherchent encore c'est qui, là. Fait que, par rapport à ça. Fait que je pense que d'être aujourd'hui, tu as l'avantage d'être new fresh là-dedans. Fait que tu peux partir avec du low-code solution. Tu peux le faire vraiment en traînant pas trop de valises. Ce qui est important, c'est de travailler sur ton vrai value qui sont tes données, et non pas de faire de la technologie. Je pense que ton approche est bonne par rapport à ça. C'est juste, il faut regarder d'où on part souvent. Saphir, chez nous, Sarah me parlé, c'est un système développé il y a 11 ans. Mais si on n'avait pas ça aujourd'hui, puis on partait from fresh, c'est pas ça qu'on ferait. Là. On le ferait différemment. Là-dedans aussi, ce qui est intéressant d'aller chercher, c'est tous les crédits d'R&D. Pour vous donner, sans tout dévoiler, mais chez nous, là, juste par rapport à nos projets de nos systèmes, là, on va chercher à peu près 1 million, 1,2 million de crédits d'R&D par année. Fait que embauchez-vous quelqu'un qui est capable de, toutes les fois que vous investissez dans quelque chose, qui est capable de packager quelque chose par rapport à ça. Nous, on est devenus des experts là-dedans. Fait qu'imaginez 1,2 million par année, là, ça, c'est du bas de page direct là, en BAYA. Là. Fait que il y a des programmes intéressants, des crédits d'impôt intéressants. Puis ça, Sarah, tu peux le confirmer. On va chercher ça bon an, mal an. 1,2. Pour faire 1,2 million de BAYA, là, à 15 là, ça prend 15 millions de revenus. Fait qu'aujourd'hui, on se sert, toute la technologie chez nous est leveragée pour aller chercher ce qu'on appelle les crédits d'R&D. Ça veut dire que toutes les fois qu'on part de quoi, ça peut être de l'intégration. Tantôt, tu parlais que tu avais du low-code, tu avais des solutions de partenaires. Bien, fais-toi une tête en disant, OK, là, les crédits d'R&D, c'est eux autres qui vont les chercher. Je suis capable, moi, de me ramener un cerveau là-dedans, dans l'ingénierie financière, pour dire, bien, il y a peut-être des affaires que je voudrais faire chez nous pour aller chercher plus de crédits. Mon cerveau, moi, c'est un cerveau d'ingénierie. Hein, vous avez compris ça. Fait que, à partir de là, tout est thinké par rapport à ça. Fait que même si nous, on a des solutions de mode SaaS, on va quand même chercher 1,2. Puis en développement, on ne dépense même pas 300 000 par année. 200 000 à peu près, je pense, par année. Même pas en Sarah, je pense qu'on dépense très, très peu. En développement, on va chercher 6 fois ce qu'on sert en développement par rapport parce à que c'est très spécifique, parce qu'on cible exactement ce qu'on veut développer. C'est plus clair, on perd moins de temps. Définitivement, c'est là qu'on vient optimiser. Nous, on a un parti, 90 de nos solutions sont en mode SaaS, puis on va chercher l'équivalent d'à peu près 1,2 million en crédit d'R&D, un vrai chèque à la fin de l'année. Fait que tantôt, pour répondre à Robert, le 1,2 que je vais chercher, là, je ne dépense même pas ça en mode SaaS. Là. Fait qu'en bout de ligne, ça me coûte 0. En fait, en bout de ligne, je fais de l'argent. C'est pour ça que j'essaie de vous amener d'autres horizons. Là. Je ne connais pas toutes les sociétés qui sont là, là. Tantôt, il y en a qui ont des ERP, il y en a qui partent from fresh. Mais il y a toute une réflexion à faire par rapport à ça. Ne sous-estimez jamais la force de documenter, par exemple, vos processus, vos réflexions, puis tout ça, parce que quand on parle justement que ce soit éventuellement de dire pourquoi on a fait ça de cette façon-là, des fois, on ne s'en rappelle plus. On parle de documentation, des fois, ça fait peur. Les gens ont l'impression que ça va être des bibles techniques à n'en plus finir, mais des fois, de juste documenter votre démarche, vos processus, vos réflexions, c'est quelque chose dans les choix technologiques qui va être payant parce que souvent, des fois, on ne s'en rappelle pas pourquoi on a fait ce changement-là, pourquoi on est allé améliorer. Les gens bougent. Donc, ça, ne jamais sous-estimer le volet de documentation de ce que vous faites au niveau de vos technologies. Marc-Josée, une dernière question. Marie-Josée, si tu es en développement, pense-y à tes crédits d'R&D, assure-toi qu'ils sont pas chez le voisin. J'ai une question là-dessus. Je veux juste clarifier j'aimerais que tu clarifies ce que tu as dit. Si j'ai bien compris, tu vas chercher 1,2 million en crédit d'impôt.
mais ça représente, c'est parce que tu développes pour 200 000 par année. En fait, il y a deux affaires là-dedans. C'est que, tu sais, OK. nous, on travaille en vrai développement, on met les heures des gens. Ça veut dire que quand tu développes un système, tu fais la conception. Nous, on a tous du monde qui gagne, mettons, 150 000 de base de salaire. Je fais exprès là, pour l'exercice. Fait qu'aujourd'hui, toute la conception du début jusqu'à la fin, aujourd'hui, est mise dedans. Fait que toute la réflexion en fait partie aussi. Là. Parce que, fait que les gens pensent souvent aux lignes de code, mais toi, si tu es dans une réflexion globale de ta business, ben, il y a probablement 200 000 300 000 de salaire là, que tu es capable d'imputer là-dedans en feuille de temps, en truc. Là, il y a tout on utilise aussi des firmes comme KPMG pour nous aider au début pour être sûr qu'on ne se tassine pas avec le gouvernement trop. Là. Mais on a développé cette culture-là de développement, puis on a développé une culture aussi de réflexion par rapport à ça, parce que souvent, en crédit d'R&D, tu es capable d'aller chercher des choses sur lesquelles d'innovation qui ne vont pas nécessairement arriver. Parce que pour aller chercher ces crédits-là aussi, il faut que tu aies rencontré des murs, il y a des difficultés. Fait qu'on a 2-3 experts chez nous qui me coûtent, mettons, 100 000, là, je veux dire comme ça, font ça temps plein. J'ai 2 personnes qui font ça, à peu près 200 000 qui vont chercher 1,2 million. Ça veut dire qu'ils rassemblent l'ensemble des projets de la business. Même quelqu'un qui veut développer un fichier Excel, là, on le met dedans, puis on tweak la patente pour le faire. Là. De toute façon, aussi, on a Jonathan qui va l'adresser tantôt parce que Jonathan, c'est notre expert en développement sur mesure, justement. Fait qu'il va aller, il va nous discuter de ces choses-là. Fait que merci, Jacques. Je ne sais pas si tu restes avec nous, comme ça, s'il y a d'autres questions à la fin, tu restes un peu avec nous. Je vais tout de suite enchaîner avec Jonathan, puisque Jonathan, qui est le fondateur, président de Nexap, qui est une compagnie qui en font du développement sur mesure, une compagnie qui existe depuis 10 ans déjà maintenant, qui rassemble 90 employés. Donc, il y en a quand même du développement sur mesure qui se fait. Fait qu'avec lui, ce qu'on veut comprendre ce matin, c'est quand est-ce qu'on le fait justement, ce fameux développement-là sur mesure, quand est-ce qu'on veut adresser ça. Donc, Jonathan, même première question complexe. Qui es-tu? Veux-tu nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce que ça fait Nexap pour bien qu'on comprenne ce que tu fais dans la vie? Yes, ben merci de l'invitation, puis merci à Jacques, il a déjà répondu à des bonnes questions, puis j'aurais pu l'engager comme vendeur par moment. En fait, Jonathan, je suis un petit beauceron qui est arrivé à Québec pour faire son bac en informatique dans le coin de 2012. Puis, dès la sortie des bancs d'école en 2014, en fait, j'ai fondé l'entreprise et on avait à l'époque un désir d'élever la barre de qualité dans les pratiques d'ingénierie parce que, bien que ça fait seulement 10 ans, on dirait que la science de l'informatique c'est une science qui est jeune, qui était peu maîtrisée à l'époque, encore aujourd'hui, qui l'est peu, d'où les conseils de Jacques de bien valider le choix du partenaire. C'est ça, c'est malheureux, c'est une science qui est peu maîtrisée. Nous, on s'est attardé à ça dès 2014 en mettant le focus sur les meilleures pratiques d'ingénierie. Ça nous a amené à bâtir finalement des relations de confiance avec des clients, autant la PME que la start-up que l'entreprise cotée en bourse. On va fêter bientôt nos 10 ans, tu l'as mentionné. On a livré plus de 100 projets, 300 projets en fait. Mais une chose qui me rend fier, c'est qu'on a des clients de longue date, des partenariats qui durent plus qu'une relation client-fournisseur. En fait, on a des clients là, que ça fait 3-4 ans qu'on travaille avec eux à bâtir des solutions qui leur permettent d'être compétitifs, de se démarquer dans l'expérience utilisateur. Donc, j'ai bien hâte ce matin de vous partager un peu plus sur justement le sujet de quand est-ce qu'on développe du sur-mesure, quand est-ce que c'est pas une bonne idée. Quoi d'autre que je peux dire? Ben, personnellement, j'ai l'air d'avoir peut-être 26 ans, mais j'ai 32 ans, deux jeunes enfants, un petit garçon de 2 ans et de 3 mois. Donc, les petits yeux ce matin, des fois, c'est attribué à les nuits de sommeil qui me manquent ces temps-ci. Mais c'est un sujet qui m'anime beaucoup là, ce matin. Donc, je pense que vous allez ressentir la passion que j'ai à en parler. Et finalement, je terminerai en disant, ben, en fait, notre organisation, pour réussir à dépasser les 80 employés,
Vous avez peut-être entendu parler de la pénurie de main-d'œuvre les dernières années, c'était en train de se calmer. Mais le nerf de la guerre, c'était vraiment justement d'aller chercher les meilleurs talents. On a mis beaucoup de focus sur la culture d'entreprise, la culture d'ingénierie, qui a fait notre nom. Puis aujourd'hui, ben, on est privilégié, on reçoit, mon équipe a fait un travail excellent. Là, on reçoit plus de 100 CV par mois. Donc, on recrute le top 1% des talents chez Nexap, ce qui fait en sorte on a une croissance qui est pérenne, puis on a les bons experts pour bâtir les solutions de nos clients. Les clients, justement, qui viennent te voir, Jonathan, qui viennent vous voir chez Nextap, c'est quoi les défis ou les objectifs auxquels sont confrontés, là, qui veulent relever, justement, quand ils se disent, ben, on se tourne vers Nextap, comment ils arrivent chez vous, tu sais, pour Ouais. régler leurs enjeux, on va dire ça comme ça. Ouais, en fait, naturellement, il y a tout ce qui a trait à la transformation numérique, comment justement combler le retard technologique, les inefficiences qu'on a entendues dans notre entreprise, les fameux, Sylvain tantôt parlait des fichiers Excel qui ont popé un petit peu partout dans l'organisation, puis que là, on a perdu le contrôle de nos processus. Fait que automatisation de processus métier, on a tout le volet distingué de la compétition, vouloir être plus efficient. Le virage numérique, tu sais, moi, je dis, chaque entreprise là, est une entreprise technologique aujourd'hui, 2024. Donc, que ce soit par une solution sur mesure ou des outils, des plateformes SaaS, on n'a pas le choix. Il faut sauter là-dedans, tout en ayant un plan réfléchi, en étant focus, comme Jacques mentionnait tantôt. Je pense qu'avant tout, il faut regarder notre plan d'affaires et pas aller essayer de sauter sur un buzzword là, finalement, parce que tout le monde parle de tout ça. Euh, on a parlé de choisir le bon partenaire. Tantôt, là, Marie-Josée a parlé là, qu'elle a un partenaire de confiance. Puis malgré ça, il y a quand même des critères importants à considérer. Jacques mentionnait là, d'être agile, d'être un peu, de ne pas être lié, ne pas être couplé avec ce qu'on va choisir. Nous, c'est notre discours depuis le début en 2014. On se bat contre finalement les fameux systèmes patrimoniaux, les legacy qui font en sorte qu'on a un spaghetti qui nous a figé avec ce choix-là, qu'on est pogné pour plusieurs années avec. Donc, vraiment de choisir un partenaire qui maîtrise tout ce qui s'appelle l'interfaçage, les API, être capable de connecter les systèmes entre eux, leur faire parler, puis faire en sorte qu'on se garde des portes ouvertes. Fait que moi, je dis souvent, là, quand on construit une maison, on va choisir à quel endroit on va mettre des prises de courant, puis on va être capable de pouvoir brancher, débrancher quelque chose. Mais c'est la même chose en informatique, là. Donc, dans le choix des technologies, mais dans le choix de l'architecture, dans le choix de la façon que ça va être développé, c'est possible de garder les portes ouvertes et de ne pas se lier avec le système sur mesure qu'on va choisir. Même chose pour le SaaS qu'on va choisir. Tantôt, on parlait là, du service qu'il offre, mais aussi toutes les intégrations qu'ils peuvent offrir. Donc, moi, quand j'ai choisi mon CRM, on a pris HubSpot, on aurait pu prendre Salesforce, mais tu sais, les solutions maison de plus petite envergure, malgré qu'on est bon au Québec, ben, je les ai moins considérées parce que je me suis dit, ben, c'est moins backé par une grosse business qui, elle, va avoir intérêt à créer des connecteurs, créer des portes pour parler avec d'autres systèmes. Fait que moi, aujourd'hui, j'entendais, je pense, Joanne tantôt là, parler là, qu'elle avait bâti son organisation avec plein de SaaS. Chez nous, c'est la même chose. Là, c'est à peine. On n'a pas de serveur. Moi, je suis né dans le cloud. Vers la fin de mes études, on parlait encore de serveurs. Mais tu sais, tantôt, Jacques faisait des blagues là, sur l'arrivée, il a connu l'arrivée des dial-up, l'Internet, tout ça. Ben, moi, je suis né dans on se lie pas avec du hardware, on set up rien chez nous. On y va avec des solutions SaaS, QuickBook, HubSpot. Bref, on a embrace ça. Puis aujourd'hui, ben, ça fait en sorte que ce qu'on a développé de sur mesure, c'est vraiment le côté qui nous rend, qui nous différencie sur le marché et qui n'était pas disponible et qui se rapproche le plus de notre métier finalement. Ça serait ça que un des points que nos clients sont confrontés, c'est justement, ben là, ils ont plein de problèmes dans leur organisation ou des inefficiences, mais là, ils savent pas laquelle commencer en premier. Fait que ça, on les aide, on fait un atelier, un sprint d'opportunité qui permet
finalement prioriser ces problèmes-là, puis de voir ben, lesquels on peut aller chercher un gain rapidement, mais pas nécessairement avec du développement de logiciels sur mesure, ça peut être aussi avec un SaaS. Donc, quand on regarde tout ça, ben, finalement, on défait un peu des rêves. Ensuite de ça, on fait un autre atelier où une fois qu'on a ciblé ben, le besoin, mais qu'il n'y a pas, je veux dire, de solution SaaS qui existe, qu'il y a réellement une opportunité de bâtir un produit sur mesure, ben là, on a le goût là, que ça soit ça de large, d'impliquer beaucoup de monde, comme Jacques qui disait tantôt, là, mais là, on brise des rêves, on y va focus, un cas concret, quelque chose qu'on va pouvoir amener au marché rapidement, qui va créer un retour sur investissement rapidement. Fait que c'est des genres de, je vais dire, de défis que nos clients sont confrontés, que ce soit dans le manufacturier, que dans le commerce électronique, il y a toutes sortes de défis qui finalement, ils se ressemblent, il revient à notre plan d'affaires, nos objectifs d'affaires. Des scénarios, tu sais, comme Logique, tu as parlé justement de dire quand c'est précis par rapport à un métier, des choses que tu veux venir rajouter pour te distinguer de la compétition. Ça serait des exemples, selon toi, de scénarios, là, de dire, OK, on va voir une business pour faire du sur-mesure, mais même là, en général, toi, tu vas l'approcher plus globalement aussi. Ouais, ben, tu sais, c'est plate, mais ça dépend toujours, là. Les solutions off-the-shelf, dans le fond, ils vont essayer d'aller fitter, je vais dire, le maximum de clients. Eux, ils veulent commercialiser au maximum. Vous, dans votre cas, si vous sentez que vous êtes tout le temps en train de forcer à faire rentrer un carré dans un triangle avec la solution que vous avez choisie, ben là, c'est là que c'est peut-être intéressant de réfléchir à OK, bon, mais qu'est-ce que je pourrais bâtir autour de cette solution SaaS-là qui va y parler? Puis peut-être que la source des données, elle va rester la solution SaaS, mais que finalement, je vais avoir le produit sur mesure qui va répondre à mes besoins. Fait que, mettons, dans les conseils que je pourrais vous donner à ce niveau-là, au niveau des scénarios qu'on peut se faire, ça serait... puis je vais faire un lien là, avec le choix du fournisseur, là, le bon partenaire. Surveillez bien s'il vous pose des questions, là, des bonnes, puis je veux dire des excellentes, puis des difficiles. Il y a que des conseils, un pitch, une présentation, des use cases à vous présenter, ben, la lumière jaune devrait s'allumer. Pierre, Jacques, tantôt, il a mentionné, faut qu'il l'ait déjà fait. Oui, il faut qu'il l'ait déjà fait, mais n'oubliez pas qu'un projet sur mesure, c'est sur mesure. Fait qu'il est probablement ce qu'il a fait pour un autre, c'est pas nécessairement ce que vous avez besoin, vous. Donc, je focuserai vraiment sur le fait qu'il pose des bonnes questions. Puis s'il vous a appris quelque chose à travers les questions qu'il vous a posées, ben là, vous avez affaire à vraiment un expert. Des questions plus business qu'on pourrait se faire poser, ben, tu sais, ça serait de quantifier les économies potentielles qui pourraient parvenir à la fin de ce projet-là, le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction, qu'est-ce qui arrive si on le fait pas, là, le projet là, en ce moment? Puis les gains potentiels. Fait que je m'étais noté quelques petites questions que je peux vous partager, mais mettons, dans les quantités des économies potentielles, ben, si vous parle de ben, combien d'employés qui travaillent là-dessus, combien de temps qui est perdu là-dessus, puis qui vous aide à le chiffrer finalement, ben, tu sais, déjà, là, vous avez affaire à quelqu'un qui a réellement le goût de vous aider puis de créer des retombées pour vous. Dans le coût de l'inaction, ben, tu sais, c'est est-ce que vous avez un potentiel de perdre des clients? Est-ce que vous passez à côté d'un marché en ce moment parce que votre compétiteur, lui, se démarque avec un configurateur de produits génial que vous tirez de la part un petit peu à ce niveau-là? Finalement, le dernier point au niveau des gains potentiels, ben, c'est quoi l'efficacité que vous allez pouvoir aller chercher? Est-ce qu'il y a des revenus supplémentaires qui va découler de ça? Puis, mettons un petit guide que je peux vous donner en termes de ratio. C'est pour des entreprises de services, si le problème égale environ à 10 fois le coût de la solution, on commence à avoir un ROI intéressant. Une entreprise de produits, c'est peut-être plus 2 fois le coût de la solution. Puis dans un cas de compétition, ce serait aussi 2 fois, là, je dirais. Là. Puis après ça, ben là, c'est sûr qu'il y a des stratégies de subvention, on va en parler plus tard. Puis on peut réduire ces coûts-là. Puis après ça, on peut aussi étaler, on peut capitaliser aussi la solution dans le temps pour amortir finalement la dépense. Donc, ça serait ça que je dirais là, au niveau des scénarios, ça serait de surveiller bien les questions en fait que vous allez vous faire poser. Puis si vous ne faites pas poser de questions, je viens de donner un lumière exemple jaune. de ratio, Jonathan, le fameux 10, Ouais. juste pour être sûr que c'est bien saisi, c'est-à-dire que tu dis une entreprise de service,
ça veut dire l'économie ou le besoin, quand tu le chiffres, tu fais x10 dans ton investissement. Tu peux juste l'expliquer comme pour que ça soit clair? Ouais, ouais. Ben, en fait, tu sais, c'est d'être capable de, finalement, de quantifier le problème. Puis, ce problème-là, ben, tu sais, si on le règle, le coût de l'investissement là, qu'on va avoir fait pour le régler, mettons qu'on dit que ça coûte 1 million, régler le problème avec une solution sur mesure, ben, on va espérer avoir un 10 fois le gain de ça à travers le temps. C'est sûr que là, ça veut pas dire qu'on va le faire en 2 ans, là, 10 fois, là, mais généralement, là, 3-5 ans, c'est ce qu'on devrait viser. C'est bon. Puis, tu as parlé aussi justement, tu sais, des fois, on parle de une solution ou l'autre. C'est-à-dire, on fait du sur-mesure ou on prend une solution SaaS, off-the-shelf, quelque chose comme ça. Ouais. Justement, est-ce que ça cohabite, ces types de solutions-là? Certainement que ça cohabite. En fait, je l'ai mentionné, nous-mêmes, on utilise beaucoup de produits, puis c'est ça qu'on surveille. Quand on regarde les SaaS qu'on choisit, on va vite regarder, bon, mais c'est quoi les intégrations, les API qui sont exposés. Fait que ça, c'est comme, c'est on va dire, c'est la vitrine, c'est l'interface du produit. Puis ça, pour nous, les développeurs sur mesure, ben, on regarde ça, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis comment qu'on peut parler finalement à le système. Euh, je dirais que la majorité des solutions existantes qui sont matures ont des API, ont des intégrations. Puis, je veux dire, les entreprises crédibles d'envergure, ben, ça vient avec d'emblée. Fait que c'est pour ça que moi, pour les solutions SaaS, je préconise beaucoup ces entreprises-là parce qu'on bénéficie de leur rapidité d'innovation, de tout le volet sécurité. Ils ont une équipe et des budgets massifs pour faire évoluer leurs produits. Fait que c'est vraiment ça que je regarderais. Solution SaaS qui est moins backée par des gros budgets, ben là, tous les enjeux que Jacques mentionnait, d'évolutivité et tout ça, ben eux aussi, ils font face. Donc, ils vont être susceptibles de se faire battre par la compétition, puis que finalement, ben là, en plus, si vous avez commencé à rentrer un peu de données sensibles et vous êtes lié dans le produit, ben là, ça va être dur de sortir et de migrer vers autre chose. Mais oui, les solutions vont bien vivre ensemble. Puis nous, la plupart des projets là, qu'on fait, là, il y a toujours un volet où on parle à d'autres systèmes. Puis dans nos ateliers, on fait le travail d'aller rechercher il existe quelque chose sur le marché en premier. Puis les programmeurs, on n'aime pas ça, inventer des choses qui existent déjà. Fait qu'on fait nos devoirs en premier d'aller voir, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait utiliser déjà, puis de se faciliter la vie, puis finalement créer plus de valeur pour nos clients, d'être capable de focusser sur le petit edge, là, le crémage du gâteau qui n'est pas disponible dans les autres produits. Ben là, ça, on met l'accent là-dessus. Le gâteau, ben, si on est capable de l'avoir en solution off-the-shelf, on va le prendre, là. Merci. Sylvain, tu avais une question. T'es sur mute. Ben oui, je viens de voir ça. Au dernier atelier, on a parlé de l'importance des données quand même. Puis là, ce que j'entends dans le discours sur le SaaS, c'est bien. On a beaucoup de SaaS ici aussi, mais on perd un peu la référence à la donnée quand on fait ça, ou en tout cas, on perd pas la propriété, mais peut-être le stockage puis la complexité de se sortir d'un contrat SaaS aussi. Là. Je veux juste que ce soit mis en lumière aussi pour Ouais, relativiser la fuite vers le cloud. c'est un très bon point. La nuance que je vais amener, en fait, c'est que, tu sais, mettons, par exemple, HubSpot, là, la donnée client, là, et c'est tellement quelque chose qui est général, je vais dire, puis qui est pas propre à notre organisation ou à l'organisation de nos clients qui l'utilisent. Ben, là, on va laisser ça à ça. La donnée n'est pas obligée d'être centralisée dans un système, puis même aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup d'entreprises qui sont multi-cloud, vont avoir autant des bases de données dans Azure que dans AWS. Ce qui est important, mais c'est vraiment l'aspect de se sentir lié. Si vous sentez que ça pourrait être critique d'être lié, la donnée, finalement, avec le SaaS que vous avez choisi, ben là, pensez-y 2 fois. Mais pourquoi tantôt je mentionnais d'aller appeler la donnée d'un autre système, c'est qu'en fait, on n'a pas non plus intérêt à dupliquer la donnée pour la maintenir, finalement, d'être capable de faire, parce que ça a un coût à maintenir une copie des données, puis comme à synchroniser les données. Fait que pour une organisation qui a, par exemple, un ERP,
souvent la donnée va être principalement là, puis autour de ça va graviter d'autres solutions SaaS qui, eux, vont pouvoir avoir des morceaux, des segments, en fait, de la donnée de l'organisation. Mais c'est certain que pour la donnée métier, moi, je préconise à ce que ce soit votre base de données à vous. Ça, c'est quelque chose qui est propre à vous. Vous n'allez pas vouloir dépendre d'un SaaS ou d'un ERP même que vous avez comme configuré pour l'adapter, mais qui va répondre en partie à vos besoins à la place de 100% à vos besoins. Je sais pas si la nuance est bonne, Sylvain, puis tu es d'accord avec ce que je dis ou tu as encore un petit quelque chose, un doute là, par rapport à ça? Non, non, je suis d'accord. Je ne le sentais pas dans les propos. C'est pour ça que je voulais apporter la nuance, tout simplement. Ouais, Merci. puis c'était vraiment important, effectivement. Là. Puis tu sais, je me retiens là, je sais que vous avez vu d'autres sujets aussi, puis je me retiens à aller pas trop en profondeur dans les trucs, mais si vous voulez que j'approfondisse mes réponses, là, ça va me faire plaisir. T'as deux mains levées. Laquelle est ta Il y avait première? Joanne qui avait une question au début, oui, puis Marc-Josée. Ben, on a parlé beaucoup justement de données et de tableaux de bord. Comment, parce que c'est ça, nous, comme j'ai dit, on veut avoir un cœur de données qui nous appartient, qui permet de connecter l'ensemble des systèmes. Mais dans un plan d'architecture comme ça, avec plusieurs logiciels SaaS, c'est quoi ta vision de comment est-ce qu'on peut intégrer des tableaux de bord puis avoir, dans le fond, accès à ces données-là là, à travers de multiplateformes? Si je comprends bien, ça serait dans le cas où on a finalement plusieurs systèmes, la donnée est éparpillée un petit peu. Comment est-ce qu'on peut tirer profit de la donnée qui va être éparpillée, c'est ça? Créer des tableaux de bord, avoir des outils. Comment Ouais. est-ce qu'on peut vraiment profiter? Parce que s'il faut aller chercher la donnée dans chacun des systèmes, ben, ça ne nous permet pas de croiser les données puis d'avoir justement une vision plus claire. Fait que juste avoir ton avis sur Ouais, là-dessus. ben en fait, je je vais pas aller trop dans le technique, mais encore une fois, avec les bonnes pratiques d'ingénierie, on est capable d'aller chercher la donnée de ces différents systèmes-là, puis pas nécessairement non plus la copier, puis être obligé de la maintenir de son côté. Il y a des stratégies pour aller chercher de la donnée, puis il y a des stratégies pour accéder ou stocker la donnée pour que ça soit performant. Il y a un défi qui va venir avec, ça va être la performance. Ça veut dire, là, on dépend de plusieurs systèmes. Fait que si on va chercher l'info un peu partout, ben comment est-ce qu'on peut rendre ça, la ramener ensemble puis avoir quelque chose de performant? Fait que oui, il y a plusieurs stratégies, je vais dire très techniques de développement logiciel là, qui vont permettre de le faire. Ça revient encore au même point que tantôt. Les SaaS que vous avez choisis, s'il y a des bons API, des bonnes interfaces qui exposent comment parler avec ces systèmes-là, puis accéder à la donnée, ben tout est possible dans le fond une fois que ça c'est connu. Ensuite de ça, c'est ça. Il y a peut-être des cas où est-ce que des Power BI vont pouvoir faire l'affaire, mais souvent justement parce qu'on a plusieurs systèmes séparés, puis que là il n'y a pas tous les connecteurs qui fait que ça se rassemble ensemble. C'est là que c'est un beau cas de solution sur mesure où ce qu'on va vouloir aller chercher un peu le meilleur de chacun des systèmes puis de le rassembler dans un système. J'en ai pas parlé, mais nous, Nexap, on bâtit notre propre produit qui s'appelle Accessify, qui aide les équipes de développement à livrer de la valeur plus rapidement. Pour ce faire, nous, on s'est connecté à les outils existants dans le marché, des Jira, Azure DevOps, GitHub, GitLab. Puis là, on va chercher de la donnée, puis on la rassemble tout ensemble, puis on fournit des dashboards, puis de l'intelligence de livraison aux développeurs. Fait qu'on l'a fait nous-mêmes, puis nous, c'est notre produit. En fait, nous, on aide les équipes de développement à avoir les meilleures pratiques d'ingénierie. On aide nos clients à le faire, mais on s'est dit, ben, comment atteindre notre vision d'aider plus de 100 000 équipes? Ben, ça va être, c'est sûr, par un SaaS qui va pouvoir grandir puis se déployer à travers le monde. Fait qu'on on le vit à travers ce SaaS-là, cette réalité-là, puis ça se fait finalement. Merci. Marc-Josée. Merci, José. Oui, Jonathan, j'aimerais que tu clarifies ce que tu as dit concernant HubSpot et les données. J'ai pas trop compris ce que tu as dit parce que dans ma tête, là, on est justement en train de faire un choix de CRM, puis on voulait pas le Ouais. faire avant la rencontre que j'ai cet après-midi, puis avant les décisions qu'on prendra dans les prochaines semaines. Mais dans ma tête à moi, peut-être que je suis complètement off, mais dans ma tête à moi, c'était quand même un outil important pour collecter de la donnée, traiter de la donnée. Fait que peux-tu me parler de ce que tu as dit tout à l'heure? J'ai pas. Ouais, ouais.
Ben, puis tu sais, là, j'ai dit HubSpot, ça peut être Salesforce, ça peut être plein d'autres CRM. En fait, tu sais, les CRM, là, c'est eux les maîtres de la donnée client. En fait, puis ça, c'est pas propre à votre business puis à votre industrie. C'est, ça a toujours existé, c'est le même besoin pour tout le monde. Puis à cause de ça, je leur laisserai la donnée dans leur système, puis c'est correct, dans le fond, d'utiliser ça, puis de se lier, entre guillemets, là, à l'outil SaaS qu'on va choisir. Le cas où c'est moins correct, ben, c'est quand c'est de la donnée plus métier, puis quelque chose qui est propre à vous, mais que vous essayez de tweaker dans une solution généraliste, de l'adapter pour que ça réponde à votre besoin. Là, vous prenez un risque de vous lier et d'un jour, d'arriver puis de frapper le mur que hey, la solution généraliste, là, elle fera pas qu'est-ce que j'ai le goût de faire. J'ai besoin pour ma croissance de business. Puis c'est là que, dans le fond, il faut réfléchir à bon, ben, la donnée, là, en ce moment, que je suis en train là, de me lier avec le système, mais est-ce que c'est une donnée qui va être critique, qui va me permettre de positionner dans le futur comme organisation? Si c'est oui, ben là, je réfléchirai 2 fois avant de la mettre dans un système tierce qui m'appartient pas. Fait que c'est vraiment ça la nuance. Fait que, tu sais, on parle de CRM, on parle de ERP, on parle de, il y a plein de QuickBooks, la donnée comptable. J'ai pas d'intérêt, moi, à avoir ma base de données de mes données comptables. Là. Je suis content là, que ça soit QuickBooks, là, finalement. Puis l'API me satisfait. Après ça, si je veux pousser la donnée plus loin, ben là, je vais le faire à côté. C'était vraiment ça la nuance que je voulais apporter, c'était de ne pas réinventer des concepts qui sont connus et qui sont transverses à tous les business. C'est correct d'être lié au niveau de la donnée à ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Là, tu vas le voir, Marc-José, si tu es dans les notions de CRM aussi, ça va dépendre de ce que tu veux faire, tant au niveau de l'automatisation marketing. Est-ce que tu vas l'utiliser que pour de l'automatisation marketing ou complètement pour tout l'historique client, dépendamment? C'est là aussi que là, ben, de bien comprendre ce que tu veux faire avec l'outil, parce que HubSpot a plusieurs modules, exemple, ou quand on parle de CRM, ils ont tous des modules que tu peux choisir d'avoir ou pas, mais ça revient à bien mapper ton besoin puis avoir un peu une vision de vers où tu veux t'en aller. Puis après ça, de revenir à cette négociation-là, justement, de qu'est-ce que tu as de besoin, puis cette maintenance-là continue. Puis parlons justement de quand on fait du développement sur mesure, là, tantôt on se le disait, il faut que ça ait une durée dans le temps. Ouais. Quand tu fais du développement sur mesure, qu'est-ce que tu as besoin comme structure organisationnelle interne aussi, tu sais, comme culture interne pour t'assurer que ben, le projet n'est pas fait sur mesure, puis après ça, justement, on le met sur une tablette, puis on y touche plus. Tu parlais d'attachement à long terme avec le partenaire puis le client. Est-ce que c'est là, justement, est-ce que tu deviens justement trop à t'attacher, à être dépendant d'un développeur? Ouais, ben en fait, puis Jacques l'a abordé un peu, là, tu sais, de ne pas se lier, d'être indépendant, là, c'est vraiment important. Moi, j'aime bien dire là, qu'à mes clients, en fait, ils peuvent bien partir avec leurs produits, puis que parce qu'on a mis les bonnes pratiques en place, ben une autre équipe peut reprendre le projet. Puis nous, c'est arrivé, là, on a aidé des PME à partir le projet, bâtir les bases solides d'un produit qui va être évolutif et pérenne dans le temps, avec les bonnes pratiques d'ingénierie, puis que tranquillement, on aide notre client à se bâtir son équipe de développement, à travailler avec nous. Fait qu'on travaille beaucoup en co-développement avec nos clients pour que finalement, ils ne soient pas dépendants, puis qu'ils soient autonomes là-dedans. Fait que, avant tout, je vais revenir sur le point de tantôt, je disais, ben, une entreprise, aujourd'hui, je pense que c'est une entreprise qui doit être technologique, fait qui croit que sa croissance et sa pérennité va passer par la technologie. Fait que d'être willing d'investir en technologie, pas seulement voir ça comme une dépense, mais bien comme un investissement pour le futur de son entreprise. Si vous avez ce mindset-là, ben là, déjà, comme il y a une case qui est cochée sur OK, je sais que si je vais investir dans du sur-mesure, ben c'est un contrat à long terme, pas juste un one-time fee. Là. Oui, j'ai le chunk peut-être du début là, qui est plus gros, je vais investir 1 million, 2 millions dans ma solution. Ben après ça, je suis prêt à investir 300 000 par année pour la maintenir, la faire évoluer, puis pour que finalement, je reste toujours compétitif. C'est de vous assurer finalement de travailler avec les bons partenaires qui ont une culture. Tantôt, Jacques a parlé d'agilité. Là. L'agilité, là, c'est un mot qui a été galvaudé là, à travers les dernières années, puis il y en a qui s'en sont servis comme prétexte de ne pas livrer à temps, pas livrer de la valeur. Vraiment de regarder des gens qui ont une culture de découverte en continu puis de livraison en continu. Fait que quand on vous parle de ah oui, le projet, on s'embarque dans un 5 mois de développement,
que là, pas de son, pas d'image pendant 5 mois, puis on s'en va juste à la fin. Ça, c'est une autre lumière jaune. Aujourd'hui, là, après 1 mois de développement, on est déjà supposé être capable de sentir un peu la valeur qui a été créée. Et vraiment de s'allier d'un partenaire qui, la livraison en continu va être important pour lui, qui va la maîtriser, cette livraison en continu-là, qui est capable de vous montrer que semaine après semaine, on peut livrer des petits morceaux. Puis que finalement, la découverte en continu, c'est quoi? Ben, c'est d'être capable d'avoir une rétroaction du marché rapidement. Peut-être qu'au début, c'est un petit lot de clients chouchous que vous avez, que vous êtes prêts, vous le savez, qu'ils sont prêts à vous donner du feedback sur votre solution que vous êtes en train de bâtir. D'autres fois, ben là, on est déjà plus avancé. Fait que là, c'est le marché qu'on va regarder. Fait qu'on va sonder le marché à savoir, est-ce qu'on est en train de bâtir, c'est-tu la bonne chose? Ça répond-tu réellement à un bon besoin? Ça crée-tu de la valeur à nos utilisateurs? Ça crée-tu des outcomes? Fait un partenaire qui va vous parler de la liste d'épicerie, moi j'appelle ça le output, là, des features. C'est moyen pour s'y rendre. Ce qui est important, c'est on est capable de faire le lien entre la liste d'épicerie et les outcomes que ça va créer. Fait d'avoir plus de users, d'avoir plus de trafic sur notre site web, d'avoir plus d'efficience dans l'organisation, de réduire un nombre de postes par l'automatisation qu'on va générer. Puis finalement, être capable de mesurer les impacts qui sont rattachés à ça, c'est du cash, des revenus. On s'éloigne de la liste d'épicerie, du output, puis on va parler plus de outcomes et d'impact, en fait, organisationnel. Puis moi, je crois à ça, là. Aujourd'hui, les bonnes firmes de développement, le développeur de demain, c'est un développeur qui est business, c'est quelqu'un qui est, c'est pas un silo dans un coin, c'est pas des geeks qui sont devant leur clavier à coder une solution sans parler à personne. C'est des gens qui sont proches des objectifs d'affaires, qui les comprennent, puis qui sont capables de bâtir un produit finalement qui va répondre aux attentes de vos utilisateurs ou de votre organisation. Finalement, pour pas se retrouver avec des histoires comme on a peut-être entendu à le passé que ben, il y a un produit, plusieurs années plus tard, des millions investis, puis on a 60% des fonctionnalités qui répondent pas à un besoin. Puis le dernier point que je pourrais vous dire par rapport la structure et la culture que vous pouvez avoir. Peut-être que dans votre organisation, vous avez un framework de croissance, que ce soit des OKR, EOS, Gazelle, il y en existe plein. Ces frameworks de croissance-là vous amènent, par exemple, EOS, nous, on a implanté ça, avoir un plan d'1 an, avoir un horizon 3 ans, puis finalement, le grand objectif long terme 10 ans. Et ton 1 an et ton 3 ans, tu le connais quand même bien. Tu focuses sur le plan, comme Jacques a parlé, là, de bien connaître son roadmap. Ça, il faut que tu sois communiqué à l'organisation. Ça, il faut que tu sois communiqué à le partenaire technologique, le 1 an et le 3 ans, jusqu'on s'en va, pour que finalement, ben lui, il garde en tête, puis son équipe garde en tête ça. OK, je vais me garder une porte ouverte pour ça parce que dans 3 ans, là, ils vont vouloir aller saisir telle opportunité. Puis là, ben, aujourd'hui, c'est pas une priorité comme produit d'investir là-dedans, mais il faut garder la porte ouverte pour plus tard. Fait que vraiment faire le pont entre finalement notre structure, notre framework de croissance qu'on a, fait que puis d'être capable de briser le silo, puis de le partager à le partenaire technologique. Puis peut-être un dernier point, ça serait ben, si vous savez que vous allez investir beaucoup là-dedans, mais vraiment de se doter de quelqu'un à l'interne de confiance qui va avoir une maîtrise des affaires et de la technologie. Fait que quelqu'un qui a peut-être joué le rôle de CTO, quand vous serez rendu à investir des sommes comme 1, 2, 3 millions par année dans le développement de choses sur mesure, ben c'est sûr que ça peut être intéressant d'avoir un allié à l'interne qui est capable de vous donner l'heure juste, mais aussi de positionner les investissements pour avoir les meilleurs bénéfices de la solution qui peut être bâtie. J'aime ça parce que tu nous ramènes le module 1 qui est d'avoir une vision numérique claire quand même. Donc, on a parlé de les compétences autour qu'on a de besoin, puis quand est-ce qu'elles rentrent en jeu, ben c'est un peu ça aussi. Fait que ça répond de dire que ce soit du développement sur mesure ou même de choisir une solution, le fait qu'on a une clarté vers où on va s'en aller, c'est là qu'on se met à être moins dépendant puis à avoir une meilleure idée. Ça ne sera pas parfait. Il va y avoir aussi des erreurs qui vont se faire potentiellement, mais quand même, ça permet de rattacher tout ça et de donner un sens. Le temps file. Je voulais adresser la question dont on a commencé avec Jacques tantôt. Même chose quand on fait du développement sur mesure, comment on peut pallier au coût d'investissement.
C'est quoi les subventions, les leviers financiers? Comment Nexap vous abordez ça pour aider justement les organisations là, à offsetter un peu ces investissements-là? Puis ça me fera plaisir, là, s'il y en a qui veulent m'écrire, m'appeler après le panel là, pour répondre plus aux questions. Puis effectivement, le temps file, je vais jumeler comme 2 questions ensemble là, qu'on s'était préparé, Sarah. Pour pallier, ben, c'est sûr que crédit d'impôt, subventions, recherche-développement. Parmi les subventions, là, que c'est vraiment je vais dire, de l'argent qui est donné là, pour payer souvent la moitié de la dépense. Là. On peut penser pour les compagnies manufacturières à Prompt, le programme SIPEM, qui est un programme de financement au sein des innovations, la productivité des entreprises. Fait que, il y a des montants intéressants, 200, 500 000, et on peut aller chercher là. Pour ceux qui sont de la ville de Québec, ben, il y a la vitrine technologique qui est intéressante. Il y a plein d'autres programmes aussi qu'on peut aller chercher des 250 000, 300 000 à ce niveau-là. On a le CNRC qui est le programme Paris. C'est un programme d'aide à la recherche industrielle. Nous-mêmes, on est allé chercher des montants comme 350 000. Ça peut subventionner jusqu'à 80% des salaires et 50% des fournisseurs. Puis, là où ce que je disais que j'allais faire une question une en deux, c'est que, ben, tu sais, c'est quoi les tendances technologiques qui s'en viennent dans le marché? On a le cloud, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'automatisation des processus, l'IoT. Mais là-dedans, intelligence artificielle, effectivement, c'est le mot de l'heure. Il faut y penser, malgré que ça semble être un buzz. Ça va vous aider à être plus productif. Le Gen AI, c'est plus accessible que jamais. Puis, il y a beaucoup de subventions attachées à ça. Et quand que votre projet, tantôt, on disait, ah, dans notre fichier Excel, puis là, ben, on réussit à tweaker pour qu'il rentre dans le projet. Ben, c'est la même chose pour votre projet sur mesure. Si, à court terme, vous n'avez pas un besoin d'intelligence artificielle concret, mais que vous le voyez dans 2 ans ou 3 ans, ben, on peut monter un grand projet qui donne la vision globale du projet d'intelligence artificielle. Puis là, on a accès à des belles subventions, dont Scale AI, et l'autre, c'est Invest AI. Donc, ceux-là, c'est des énormes budgets. C'est vraiment intéressant. Fait que si vous avez un projet ambitieux, ben là, c'est vraiment, vraiment des beaux programmes. On est chanceux d'être au Québec. On a un gouvernement qui investit beaucoup en technologie. Nous aussi, de notre côté, ça fait partie de notre stratégie de croissance. Mon produit, j'ai investi des millions dans mon produit, mais ça m'a pas coûté des millions là, avec les subventions pour la recherche et développement qu'on est allé chercher. Fait que ça dotez-vous de plusieurs partenaires. Des fois, le bureau comptable sont bons, mais les plus petits programmes de subvention, des fois, ils les connaissent pas parce que ça bouge tout le temps. Fait que moi, personnellement, c'est mon DG, moi puis mon directeur financier, on fait une veille sur ces programmes-là en continu parce qu'on n'a jamais réussi à trouver notre compte avec toute l'aide qu'on avait. Fait qu'on a plein de partenaires, puis en plus de ça, on se met les 2 mains là-dedans, puis on se creuse la tête à maîtriser notre roadmap, connaître notre produit, puis les programmes qui viennent le supporter. Puis ça me fait plaisir de vous en partager, là, comme je disais tantôt. Puis vous voulez m'écrire là, sur LinkedIn, j'ai touché à plusieurs programmes au fil des années. Je suis encore toujours intéressé de comprendre les nouveaux là, qui se mettent en place. Merci, Jonathan. Puis c'est peut-être quelque chose aussi, la petite liste que tu as nommée quand même rapidement, Ouais. tu peux l'envoyer à Marie-Isabelle. On peut vous le partager dans B12 aussi. Fait comme ça, si Ouais. ça vous donne des idées que c'est des programmes que vous ne connaissez pas, c'est quelque chose qu'on pourra rendre accessible. Même chose, je sais que en préparation, tu me parlais d'une vidéo que tu voulais peut-être montrer, qu'on va vous mettre dans B12 aussi pour parler de cas concrets de développement ou des choses qui ont été faites. Fait qu'on pourra mettre ça. Je vois une question de Joanne. On va prendre la question de Joanne. C'est sur mute. J'ai vu. C'est juste une question. Souvent, les programmes de financement, quand c'est gouvernementaux, c'est assez carré. Puis souvent, quand on est en développement technologique, on est assez triangle. Y a-tu des astuces ou y a-tu un conseil que tu nous donnerais, dans le fond, pour quand on fait nos demandes de financement, dans le fond, pour que ça passe dans le carré, finalement? Ouais. C'est vraiment là la game, la twist, là. Il faut comprendre le but de la subvention. Fait que, mettons, la Ville de Québec, c'est créer des emplois à Québec. Le CNRC, c'est créer de la technologie, mais qui crée des retombées commerciales.
Après ça, la R&D, ben, ils veulent pas qu'on crée de retombées commerciales, ils veulent vraiment qu'on soit plus dans l'innovation des trucs. Fait qu'une fois qu'on connaît le endgame de chaque organisme qui donne une subvention, ben, on peut parler leur langage, puis comme parler axer sur ces bénéfices-là. Après ça, c'est sûr que, tu sais, la technologie, là, on veut pas devenir waterfall puis écrire tout le plan d'avance. Mais des fois, c'est ça qu'ils nous demandent. Fait il faut un peu jouer la game, là, d'essayer de mettre le plus d'hypothèses qu'on connaît, puis malgré que ça sera pas ça dans les faits qui va peut-être se passer, en fait, c'est sûr que ça sera pas ça qui va se passer dans les faits, ils savent, là, puis ils sont au courant, puis ils sont flexibles. Une fois que la subvention est gagnée, vous pouvez la modifier. Puis là, si finalement, il y avait 2 embauches de prévues, mais il y en a une, puis tout ça, ben, ils sont parlables, puis il y a moyen là, d'ajuster le fait. Fait qu'il y a un gros travail. Moi, j'appelle tout le temps ça des travails d'école. On se lance là, quand le programme il rouvre, on est sur le gun, let's go, on remplit la demande de subvention. Et là, on se met une gang, puis on a nos contenus qu'on a créés, puis nos documents qu'on peut réutiliser pour chaque demande. Mais à chaque fois, on se pose la question, bon, mais c'est quoi le carré qu'eux, ils veulent, leur endgame à eux? Puis on essaie de tweaker nos textes pour qu'ils résonnent avec leur vocabulaire à eux, leurs bénéfices escomptés. Mais c'est vraiment, c'est vraiment une game de se retrouver comme à l'école puis de rédiger. Servez-vous de ChatGPT aujourd'hui, ça peut vraiment vous donner un sacré bon coup de main. Des fois, là, tu prends la demande de subvention puis tu la rentres au complet dans ChatGPT, puis tu prends tout ton contenu d'une autre demande de subvention que tu as faite, puis tu lui dis adapte-moi les textes pour que ça réponde bien aux besoins. On peut être surpris du résultat que ça donne. Merci, Jonathan. En effet, c'est là aussi où que tu viens d'amener un bon truc aussi avec ChatGPT, mais je reviens à toutes vos notions d'avoir vos objectifs clairs, de documenter vos démarches, parce que quand on arrive dans ces demandes de subventions-là, c'est souvent ça des fois qui bloque parce que ça devient beaucoup, beaucoup de papier, puis beaucoup d'administration, puis de dépôt. Puis des fois, comme entrepreneur, on se dit, tu sais, oui, il y a un 100 000 au bout, mais on a-tu le temps? C'est comme tout ça. Donc, plus vous avez des choses de documenter, plus vous êtes capable justement d'aller profiter d'un maximum de programmes de subvention. C'est super important. Je veux juste ajouter un petit truc là, qui m'a fait allumer avec ce que tu viens de dire, Sarah. Là. Vous avez la chance d'avoir une PME qui génère un chiffre d'affaires de 10, 20 millions, 25 millions, mais servez-vous de cette solidité financière-là et de cet historique-là pour faire une demande de subvention d'innovation pour le projet que vous allez faire. Moi, mon organisation, j'aurais pu faire un spin-off de mon produit puis de le sortir, mais j'avais beaucoup de gains à le garder à l'intérieur puis en fait, de lier un peu comme les employés de mon service avec le projet d'innovation que je veux faire. Fait qu'il y a toujours moyen, un peu même d'être encore plus englobant, faire bénéficier votre structure existante de cette subvention-là à travers le nouveau projet que vous allez faire qui va générer des nouveaux emplois, mais que finalement, on voit des liens là, avec votre organisation existante. Fait que servez-vous de votre historique de finances. Ça va vous aider à gagner des subventions. Nous, il y a des subventions là, qu'on a vu des nouvelles entreprises qui avaient beaucoup de misère à aller chercher. Dans notre cas, avec notre historique, ça a été très facile à aller les chercher. Fait que si vous avez des bons chiffres, une solidité financière, ces organismes-là sont contents là, quand que vous l'exposez et que vous le mettez en valeur. Un grand merci, Jonathan. Il y a déjà 10h01, on a dépassé d'1 minute. Fait que merci à nos 2 invités, Jacques et Jonathan. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a allumé des lumières aussi. Comme d'habitude, la conversation, elle continue. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous pouvez consulter B12 aussi. On va rajouter d'autres informations, des choses qui peuvent être utiles pour vous. Juste vous rappeler les prochaines activités. Donc, le 4 avril prochain, donc déjà dans 2 semaines, on arrive vers la fin du programme. On a une activité avec les coachs qu'on appelle une activité d'intégration. Donc, pour faire un sens là, à tout ce qu'on a vu là, au cours des derniers mois, vous allez recevoir des questions en préalable à ça. Donc, on va vous demander de remplir, de vous préparer pour cet atelier-là. Aussi, vous vous rappelez qu'en début de programme, on a fait l'Audi avec Bridger. Donc, on va vous faire le même exercice d'Audi que vous allez recevoir là. La première invitation va entre le 25 mars et le 25 avril. Donc, on va vous demander de refaire l'Audi juste pour voir. On le sait que là, on est sur un court laps de temps. Donc, ça se peut que les choses n'aient pas bougé tant que ça dans vos alignements ou dans
votre niveau de maturité sur certaines choses, mais c'est juste pour vous donner le réflexe de dire, des fois, ça vaut la peine de se donner un point de départ, puis en chemin, de regarder qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a avancé, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué. Donc, vous allez recevoir encore une fois une invitation. On vous invite à le refaire, on vous invite à le partager aux gens avec qui vous l'avez partagé dans l'organisation. Plus vous avez de réponses, plus vous avez de richesse d'informations autour de votre alignement dans votre organisation, chose qui est excessivement importante dans la culture numérique. Donc, merci encore une fois de votre participation et on se retrouve le 4 avril dans 2 semaines et quelques, juste après Pâques. Donc, joyeuse Pâques en même temps et bon congé dans 2 semaines. Merci. Bonne Merci journée. beaucoup. Bye.